Bienvenue à 24-60 hors série sur le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Mon invité, Jean Laporte, fils du ministre Pierre Laporte, qui a été enlevé et assassiné lors de cette crise. Revenons sur ces événements qui ont mené à ce moment marquant de l'histoire du Québec. Octobre 70, après des années ponctuées d'incidents violents menés par le Front de libération du Québec, le FLQ intensifie son recours à la violence dans sa lutte contre le colonialisme et le capitalisme. Le diplomate britannique James Cross est enlevé le 5 octobre par la cellule Libération. C'est le premier enlèvement politique au Québec. On ne possède aucun indice nouveau quant aux sœurs de l'attaché commercial de Grande-Bretagne à Montréal, M. James Richard Cross, qui a été kidnappé ce matin par 4 individus armés. Elle exige la diffusion du manifeste du FLQ pour exposer ses revendications, notamment la libération de 23 prisonniers dits politiques. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Grande victoire pour le FLQ. Gaétan Montreuil lit ce manifeste sur les ondes de Radio-Canada le soir du 8 octobre. Le manifeste dénonce les inégalités sociales et économiques subies par les Canadiens français de l'époque. Le samedi 10 octobre, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, répond à l'ultimatum des felkistes. À titre de concession ultime, pour sauver la vie de M. Cross, le gouvernement fédéral m'informe qu'il est disposé à vous offrir le sauve-conduit vers un pays étranger. Dès qu'ils entendent les mots « sauve-conduit », les membres d'une autre cellule, la cellule Chénier, passent à l'action et enlèvent devant sa maison le vice-premier ministre et ministre du Travail, Pierre Laporte. Rapidement, la famille Laporte, la femme de M. Cross et des membres du cabinet de Robert Bourassa, dont le premier ministre lui-même, sont confinés pour leur sécurité à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal. Le 11 octobre, Pierre Laporte écrit une lettre à Robert Bourassa dans laquelle il dit « Décide de ma vie ou de ma mort ». Nous tenons tous, est-il besoin de le dire, à la vie de M. Laporte, de même qu'à celle de M. Cross. Mes chers concitoyens, je me battrai pour cette justice jusqu'à la limite de mes moyens, en assumant tous les risques, quels qu'ils soient, et qui sont essentiels à l'avenir de notre peuple. Le 13 octobre, à Ottawa, l'armée se déploie autour des ambassades et des édifices gouvernementaux. Interrogé par un journaliste qui lui demande jusqu'où il est prêt à aller pour résoudre la crise, le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, lance alors cette célèbre phrase. How far would you go with that? How far would you extend that? Just watch me. Le jeudi 15 octobre, une assemblée au centre Paul Sauvé à Montréal rassemble 3000 militants. On va s'organiser intelligemment, on va choisir nos terrains et nous vaincrons! Les débordements de cette manifestation peuvent laisser croire à une révolte populaire. Cela deviendra la raison officielle pour proclamer la loi des mesures de guerre. Ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Et la responsabilité nous est apparue évidente lorsque les risques d'anarchie ont pris une nouvelle dimension hier matin. Le gouvernement n'avait tout simplement pas le choix que de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de donner des pouvoirs spéciaux aux forces policières de manière à protéger l'ordre public. Proclamée au beau milieu de la nuit, cette loi qui rend hors la loi le FLQ donne aux policiers des pouvoirs extraordinaires de perquisition, d'arrestation et de détention. Depuis vendredi, le 16 octobre, à 4 heures du matin, environ 400 personnes ont été arrêtées, à peu près 250 ont été relâchées depuis. Le lendemain, le samedi 17 octobre, Pierre Laporte est assassiné. Son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture à Saint-Hubert.
Le ministre québécois du Travail et d'Immigration, M. Pierre Laporte, assassiné par le Front de libération du Québec samedi dernier, a été inhumé en fin d'après-midi au cimetière de la Côte-des-Neiges à Montréal. Le repère de la cellule Libération qui détient James Cross est encerclé et le 3 décembre, des négociations mènent à l'exil des ravisseurs vers Cuba. Après 2 mois de captivité, James Richard Cross est finalement libéré. Le 28 décembre, les autorités arrêtent les frères Rose et Francis Simard de la cellule Chénier, cellule qui avait revendiqué dans un communiqué l'exécution du ministre. 50 ans plus tard, de grandes questions demeurent. Que retenir de cette page très sombre de notre histoire? Quelles leçons en tirer? A-t-on choisi entre frapper un grand coup au détriment de la vie de Pierre Laporte? Voici la réponse de son fils Jean dans l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonsoir, M. Laporte. Bonsoir, Mme Dussault. Merci d'accepter de nous parler d'un événement dramatique tant pour votre histoire personnelle que pour le Québec. 50 ans après, vous aviez 11 ans le soir de l'enlèvement de votre père. Vous avez 61 ans maintenant. Qu'est-ce que représentent ces 50 années de vie pour vous? C'est toute une vie. C'est toute une vie, c'est beaucoup de souvenirs. C'est de faire partie, malgré soi, de l'histoire du Québec. Et c'est des souvenirs, c'est des blessures, c'est un cheminement personnel et une croissance. Et le fait aussi de s'en rappeler souvent lorsqu'on passe sur le pont, lorsqu'on voit les écoles ou autres boulevards nommés au nom de son père. Entre l'enfant de 11 ans que vous étiez et l'homme que vous êtes devenu, avec tout ce qu'on a dit et pu lire, voir sur la crise d'octobre, donc votre sentiment a-t-il évolué? Quel est-il maintenant? Oh mon Dieu! À 11 ans, vous perdez votre père. Vous perdez la personne qui est sans doute, avec votre mère, la plus importante de votre vie. Mais avec les années, étant en affaires et ayant à prendre des décisions, peser le pour et le contre, vous regardez ça avec une distance, avec, je pense, une perspective différente de gestionnaire. Et vous voyez que le gouvernement du Québec, de ce moment-là, et fédéral, ont pris des décisions en fonction de l'avenir et des décisions de long terme qui, sans doute, condamnaient quelqu'un dans le court terme. Concrètement, plus clairement, ça veut dire qu'on aurait pu sauver votre père, qu'on ne l'a pas sauvé parce que ça servait un intérêt supérieur de la nation. Je crois que la décision a été prise de ne pas négocier pour tuer dans l'âme le FLQ, qui avait déjà pris beaucoup de place au Québec, qui allait contre la démocratie du Québec, et des personnes ont fait des choix au niveau des gouvernements, non pas d'utiliser la situation, mais de manipuler ou de maximiser pour que l'avenir du Québec et du Canada soit plus facile à contrôler et de limiter les excès de ce groupe révolutionnaire-là par le biais de la non-négociation qui a amené à l'assassinat et à la perte de mon père. C'est lourd. Ça, vous le réalisez maintenant. Vous l'avez réalisé au fil des années, au fond. On a trahi votre père, on l'a abandonné, on l'a sacrifié? Je voudrais plus le mot « sacrifier ». Triste, c'est un autre point de vue, mais sacrifier pour ce que les gens pourraient dire la bonne cause. Mais c'est rare qu'au Québec et au Canada, on puisse décider volontairement ou non, mais vous savez qu'en affaires, la non-action est une décision. Vous prenez des décisions et le fait de ne pas en prendre est aussi une décision. Alors, la non-action ou la non-négociation qui aurait pu amener à sa libération, pour moi, est une décision qui a été prise. On a laissé croire à votre père qu'on négociait. Il l'a tellement cru qu'il l'a écrit à Robert Bourassa, qu'il l'a écrit à votre mère le lundi 12 octobre. D'ailleurs, cette émission est diffusée le lundi 12 octobre, 50 ans après. Mais je pense que tant que vous négociez, il y a de l'espoir. Et si jamais j'avais quelqu'un qui serait dans une situation qui serait la même situation, j'aurais aussi le goût de donner de l'espoir, sachant que ce n'est pas terminé. Tant qu'il y a des opportunités, tant qu'il y a des chances de régler une situation, il y a de l'espoir.
Et à partir du moment où il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il n'y a plus de négociation, c'est qu'il n'y a plus de vie. Alors, il est normal que... Et Pierre Laporte est un optimiste. Pierre Laporte est un combattant. Pierre Laporte est quelqu'un qui voyait les solutions. Il aimait les problèmes pour trouver les solutions. Et c'est pour ça, je pense, que le fait de l'optimisme et un peu de l'encouragement envers la famille dans la lettre qu'on a reçue, concrètement, c'est un de ses traits de caractère. Il disait être prêt à être au travail dans les 24 heures. Il implorait les gouvernements, mais la lettre était à Robert Bourassa, alors le gros des décisions à prendre en Ottawa. Il implorait les gouvernements de faire confiance aux ravisseurs, de négocier. Or, on a appris après coup les dessous de ces négociations, non-négociations. Et même Marc Lalonde disait, on ne peut pas négocier parce que ça... Puis même, M. Trudeau a dit, le prochain, ça va être un gérant de caisse populaire. Mais ça arrive au moment de la proclamation de la loi des mesures de guerre, 6 jours après l'enlèvement de votre père. Ça a dû provoquer, et on pense que ça a provoqué chez lui une grande détresse. Quand le gouvernement fédéral dit qu'il ne peut pas négocier, et qu'il négocie pour M. Cross et non pas pour M. Laporte, ça peut être perçu comme 2 poids, 2 mesures. Oui. Et je pense que ça le fut. 2 poids, 2 mesures. Est-ce que c'est en lien avec les intentions de chacune des cellules? Parce qu'une était davantage décidée à exécuter votre père et l'autre dit on n'a jamais eu l'intention de tuer M. Cross. Je n'ai aucune idée de ce que les cellules pensaient ou faisaient. Oui. Ce n'est pas mon rôle. Mais ce que je sais, c'est que M. Cross a été libéré. Il y a eu des négociations et que Pierre Laporte n'a pas été libéré, il a été assassiné. Mais que Pierre Laporte avait un côté nationaliste qui, sans doute, ne plaisait pas beaucoup aux fédéralistes et au gouvernement d'Ottawa. Et je pense que le gouvernement d'Ottawa a eu beaucoup de décisions à prendre que le gouvernement du Québec a suivi par la suite. Alors, il y avait sans doute ce jeu de pouvoir-là qui était en place, il y a 50 ans. Le gouvernement canadien a pris la décision. M. Trudeau, avec son fameux « Just Watch Me » aussi, hein, c'était la ligne dure, c'était la loi des mesures de guerre. How far would you extend that? Just watch me. On sait, par différents rapports d'enquête, que dans la cellule Libération qui enlevait M. Cross, quand ils ont vu l'adoption de la loi des mesures de guerre, qu'une des personnes présentes a dit « Laporte est mort ». La cellule Libération qui détenait M. Cross était convaincue que la loi des mesures de guerre allait entraîner une radicalisation du côté de la cellule Chénier. Donc, est-ce que vous allez jusqu'à dire que le gouvernement canadien aurait dû prévoir, savoir que cette radicalisation-là allait Je ne vais pas du tout là. Ça, c'est une décision politique. Ouais. Il faudrait retourner 50 ans en arrière, voir les intervenants, qu'est-ce qu'ils avaient à défendre et la façon qu'ils l'ont fait. Leur décision fait partie de l'histoire maintenant. Comme je dis, pour moi, ça a été la perte de mon père, c'était la perte de Pierre Laporte. Et peu importe les décisions, peu importe le fait que la loi des mesures de guerre est rendue plus radicale d'une cellule ou non, moi, je pense, à la base, quand vous enlevez quelqu'un, vous êtes responsable de sa vie. Peu importe le reste des événements. Alors, basé sur ça, loi des mesures de guerre ou non, il n'y a pas de négociation, il y a eu un décès. Alors, pour moi, c'est l'analyse rapide, mais simple, de ce qui s'est passé avec les 2 niveaux de gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement a le droit de penser que s'il négocie avec des terroristes, il va aggraver la situation? Est-ce que un gouvernement, ça n'a pas de cœur, d'une certaine manière? Je pense que le tout a été pesé, que le tout a été décidé et mis en place pour que, à la sortie de la crise d'octobre, qui s'est passée rapidement et dont on a fermé l'histoire très rapidement entre l'enlèvement, la loi des mesures de guerre, le décès, l'enterrement. Ça s'est passé en moins de 2 semaines. Je pense que ça a été dirigé d'une main de gens qui voulaient arriver à une fin du mouvement pour améliorer le futur du Québec et du Canada et que la décision fut prise de ne pas négocier pour supporter cette vision des choses. Séparatisme et terrorisme, une seule et même chose, on l'écrase. Je pense qu'il y a 50 ans, là, dans le temps du FLQ, il y avait beaucoup de liens entre certaines personnes qui étaient pour le mouvement séparatiste et d'autres pour la force pour y arriver. Et le FLQ voulait prendre ce chemin-là et des personnes en place ont décidé qu'il y a peut-être des façons d'amener la volonté populaire de notre côté et d'enrayer la force
dans le cheminement du Québec vers l'indépendance. Donc, 50 ans plus tard, le sentiment qui vous anime à penser qu'on a sacrifié votre père, qu'on a pris des décisions qui allaient de part et d'autre. Si on l'enlève, on est prêt à aller jusqu'à l'exécution. Et si on gouverne, on est prêt à sacrifier. C'est des deux côtés aussi. Il y a eu des... Si on enlève un, on a pris la décision d'enlever un être humain, un politicien, une décision majeure qui est là. 2, une fois qu'on a enlevé, on est responsable. Et 3, il pourrait être perçu comme normal de vouloir sauver la vie d'un être humain et d'un politicien et du vice-premier ministre du Québec. Pour moi, ça serait logique de faire ça. Il ne semble pas que ce soit ça qui soit arrivé. Et pourtant, il y avait des leaders dans la société civile. Je pense à René Lévesque, à Claude Ryan, à Alfred Rouleau. On les appelait le groupe des 16, qui ont fait un point de presse à un moment donné pour supplier les gouvernements de négocier. Et à Ottawa, on nous dit « Oh, c'est farfelu, on a craint un coup d'État ». Est-ce qu'on aurait dû écouter ces gens-là? Vous savez, si ces gens-là sont intervenus à ce moment-là, sans doute qu'ils avaient des antennes dans la société et avaient probablement une autre perspective. Et ces gens-là n'ont pas été écoutés. S'ils auraient dû être écoutés, évidemment, je suis biaisé, je voudrais oui, mais ils ne l'ont pas été. Alors, il y a la loi des mesures de guerre, la non-négociation. Vous dites que ça a été bouclé rapidement. Toute l'étape des funérailles, Jean, ça s'est fait vite, c'était important. Il y a une instrumentalisation ici pour vous? Vous savez, enlèvement le 10 octobre, je jouais au ballon chasseur à Saint-Lambert chez des amis. Un peu plus tard, moi, j'ouvre le téléviseur chez ces amis-là et je vois la maison chez nous. Et donc, à la télévision, je vois la maison avec 200-300 personnes qui sont en face. Alors, c'est là que j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et là, on a fermé la télévision, puis on m'a dit que ma sœur, elle venait me chercher. Alors, ma sœur, qui a 10 ans de plus que moi, est venue. On est retourné à la maison, puis c'est là que j'ai appris que mon père avait été enlevé. Et en arrivant à la maison, beaucoup de monde, la police, un peu de tout. Et c'est comme ça que ça a commencé le 10 octobre. On s'est retrouvés au Reine-Élisabeth. Ici. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. L'équipe de Robert Bourassa est un étage ou 2 étages plus haut, 11 et 12. Des communiqués pendant la semaine, on entendait l'information par la radio, par la télévision, et un peu d'informations qui venaient aussi des représentants du gouvernement, autant des ministres que des attachés politiques, si vous voulez. 16 octobre, loi des mesures de guerre. Quand je me suis réveillé, je me rappelle le matin, parce que les gens se couchaient un peu plus tard, j'avais 11 ans, je me suis réveillé, j'ai ouvert la télévision, c'est là que j'ai vu l'automobile avec la valise ouverte et le corps de mon père dans la valise de l'automobile. C'est comme ça que j'ai su qu'il était décédé. Minuit 25, plus exactement, ou 0h25, le coffre était finalement ouvert et on y faisait la découverte du corps de M. Laporte. Voici un bulletin spécial d'information. C'est maintenant confirmé, le cadavre qui a été découvert derrière la voiture de marque Chevrolet à Saint-Hubert, dans le coffre arrière. Donc, on vient d'annoncer que c'est le cadavre de M. Pierre Laporte. Je suis profondément ému et bouleversé par le crime ignoble dont a été victime mon ami intime, Pierre Laporte. Le 18 octobre. Le 18 octobre au matin, il est décédé, assassiné le 17. 18 au matin, en me levant, c'est là que j'ai lu ça encore par la télévision. Et ça, c'était le 18 au matin, funérailles le 20. Tout est organisé, tout est structuré pour faire ça. Ma mère ne voulait pas que les journalistes, la télévision suivent au niveau de Côte-des-Neiges parce qu'elle voulait garder ça vraiment intime. Mais entre un décès le 17, connaissance le 18, enterrement le 20, est-ce que c'est précipité? Je vais dire que c'est rapide. Et si dans ma tête de gestionnaire, je voudrais régler une situation, tourner la page, c'est exactement ce que je ferais. Donc, essayer de régler le tout rapidement. Par la suite, le nom du pont à Québec, Pierre Laporte, est venu très rapidement. Et je pense que cette phase-là de l'histoire du Québec, qui fut difficile, et pour la famille, pour la plupart des Québécois, on n'est pas fiers de ce qui s'est passé au Québec en 1970, au mois d'octobre. On peut tourner la page et passer à d'autres choses. Donc, ça a été rapide et ça a été organisé, je vous dirais, tout à fait à l'extérieur de la famille. Oui. Parce que votre mère aussi l'a appris par la télévision, la mort de votre père. Oui. La télévision nous gardait bien informés parce que, si vous vous rappelez, les communiqués étaient transmis
aux journalistes dans des poubelles à Montréal et il disait aux gens, aux journalistes, où aller chercher le communiqué. Et c'est comme ça que ça venait ou non à nous en fonction des gens qui le voyaient et qui décidaient si la famille allait être informée ou non. Et votre mère, dans tout ça, vous rappelez-vous comment elle se sentait durant cette semaine-là? C'est un couple très proche. Et quand vous perdez, je ne peux pas dire la moitié de votre vie, là, parce qu'il y a des enfants aussi, mais l'être cher. La semaine avant l'enlèvement, ma sœur et moi, il y a M. Cross qui a été enlevé, on se disait, imagine si c'était notre père. On dit, ça se peut pas, on est au Québec. Une semaine après, ça arrive. Alors, c'est des situations qu'on ne pouvait pas imaginer qui sont arrivées. Alors, elle a vécu ça sans doute avec de très grandes émotions, mais aussi avec l'espoir. Et je pense qu'elle avait confiance au gouvernement du Québec pour négocier parce que Pierre Laporte était vice-premier ministre. Pierre Laporte avait travaillé avec Jean Lesage pour la Révolution tranquille, pour faire cheminer le Québec. Et au lendemain de sa défaite de la course au leadership en 1970, a été travaillé avec et pour Robert Bourassa, avec l'énergie qu'il a toujours eue. Alors, je pense qu'il a été normal que la négociation ait lieu. Et je pense que maman était confiante qu'elle allait revoir son mari, ce qui n'a pas été le cas. Pour elle, oui, elle l'a vécu. À tous les mois d'octobre, c'est difficile pour elle, pour toute sa vie. Alors oui, elle l'a vécu, elle l'a ressenti, puis longtemps. Pourquoi c'est un sujet tabou? Probablement parce que ça fait tellement mal. Et lorsque vous ne savez pas le pourquoi, ou même le comment, vous avez beau en parler, mais pour moi, vous parlez un peu pour rien. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Cet entretien avec Jean Laporte se poursuit tout de suite après la pause. Cessons d'être des pauvres satisfaits. Et nous pourrons siéger avec compétence et efficacité aux endroits où se prennent les décisions qui nous concernent. Autrement, le Québec continuera, rappelez-vous la description de Gérard Filion, d'être une fille entretenue qui veut passer pour vertueuse. Ils n'ont pas le droit de taire la vérité aux Québécois. Je somme, moi, les gens qui survivent, à dire carrément ce qui s'est passé. Ils n'ont pas le droit de séquestrer. Cette histoire-là appartient aux Québécois et il faut parler en toute franchise et en toute ouverture, à plus forte raison 50 ans plus tard. Il y a des voix qui s'élèvent maintenant pour sommer les survivants de la cellule Chénier d'expliquer le geste, parce que vous venez de dire on ne sait pas le comment. Mais il y a aussi, ça a été confirmé dans les rapports d'enquête, un fameux communiqué, communiqué numéro 11, qu'on a appelé le communiqué du drapeau blanc, où la cellule Libération, qui détenait M. Cross, envoyait le message à la cellule Chénier, qui détenait votre père, nous suspendons la menace de mort sur James Cross, et les gens de la cellule Libération ont toujours espéré que la cellule Chénier entende ce message-là, que ça ne devait pas aller si loin que ça. Et donc, ce communiqué-là est un des rares à ne jamais avoir été diffusé. Donc, parce que la cellule Chénier ne l'a jamais entendu. On peut penser qu'il n'en aurait peut-être pas tenu compte, on n'est pas là, on ne le sait pas, on n'était pas là. Mais est-ce que c'est un élément de plus, ce fameux communiqué, n'ayant pas été diffusé, qui dit, bien, s'il avait été communiqué, peut-être que le Québec ou les Québécois auraient su qu'il y a au moins une des cellules qui baissait la tension. C'est quoi votre réaction à ça? Je pense que vous savez plus que moi que lorsqu'il y a des situations de crise, le contrôle de l'information est clé. Et si ce communiqué-là dont vous parlez n'a pas été publié, il y a quelqu'un, quelque part, qui a pris la décision de ne pas le publier. Et selon moi, ce n'est certainement pas la police. Ce sont des décisions politiques qui ont été prises, parce que je crois en la police et je pense que ce ne sont pas des décisions qui sont prises à ces niveaux-là. Alors, ça confirme le fait que dans une action politique et dans une situation comme ça, vous décidez un peu de ce qui sort et ce qui ne sort pas. Le gouvernement, donc, et les gouvernements ont sacrifié votre père, qui est devenu une sorte de martyr, au fond. Vous le dites. Oui. En même temps, avec le recul, on a appris à quel point les autorités connaissaient ces gens-là, qui étaient sous filature. Ils ont échappé à la police durant la semaine. Ils ont
Ils avaient des antécédents. La maison où a été détenu votre père était connue, n'a jamais été fouillée. Si on aligne tous les faits qu'on peut qualifier d'erreur ou de bavure, je laisse le public juger. Quelle est votre réflexion là-dessus, sur le travail policier en général? Je pense que c'est une suite d'erreurs. Lorsque Pierre Laporte a été enlevé en face de son domicile, mon cousin Claude jouait au football avec lui, et autant une tante, tante Louise, que Claude ont très bien vu la licence. Et dans les 5 minutes qui suivaient, la police de Saint-Lambert, et sans doute après ça la SQ, savait le genre de voiture, le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la direction où est-ce qu'il était parti. On savait que c'était Paul Fournier, l'alliance de Paul Rose. Puis on savait par des renseignements qu'il était lié à la maison de la rue Armstrong. Je ne peux pas aller jusque-là, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qui a été dit à la police, c'est très rapidement. Enlèvement, voiture, numéro de plaque de série. Et à partir de là, rien ne s'est passé. Et comme vous dites, ils ont été à Saint-Hubert, ce qu'on a su après, qui est à 15 minutes de la maison. Ils n'ont jamais été trouvés. Et l'information a couru par la suite que c'était déjà des endroits qui étaient connus par la police. Plusieurs estiment que la vraie crise d'octobre commence avec l'enlèvement de votre père parce qu'un représentant britannique, ça ne faisait pas assez écho à leur cause. Oui, contre le colonialisme, mais pas assez de pouvoir de négociation. Et pourtant, votre père jouait au ballon. Monsieur Bourassa, dans la semaine, est allé à New York. Avec le recul, pensez-vous qu'on avait pris la pleine mesure de ce qui se préparait au Québec à ce moment-là, de cette crise-là? Certainement pas, parce que les Québécois ne sont pas des gens qui vont, je pense, combattre un peu les politiciens d'une façon agressive. Je pense que les gens sont plus posés, ils aiment la démocratie, puis ils aiment ce qu'ils vivent. Alors, on ne s'attendait pas du tout à ça au Québec, même s'il y avait un enlèvement d'un diplomate auparavant. Alors non, ce n'était pas, d'après moi, sous le radar, du moins, des gens. Mais le fait d'enlever un vice-premier ministre, là, ça donnait du poids à leur cause, certainement. Ça donnait tout un pouvoir, et en plus, ils ont fait, selon moi, évidemment, la grande erreur d'enlever quelqu'un qui était nationaliste. Je le crois. Je crois que dans des usines où la majorité des ouvriers sont de langue française, il serait normal que le contremaître, quel qu'il soit, que le patron soit en mesure de s'adresser à ses employés dans leur langue. Pierre Laporte était pour le fait français, Pierre Laporte était pour le Québec et le Canada, mais le Québec en premier. Et ils ont été enlevés quelqu'un qui défendait la cause du Québec plus que n'importe qui à ce moment-là dans le gouvernement. Avez-vous l'impression que sa mort a oblitéré sa vie, sa carrière de journaliste, tout à fait. De combat, d'enquête nationaliste avec André Laurendeau, Lionel Groulx? Justement pour continuer le parallèle jusqu'à la victoire. Ses années au devoir, son opposition à Duplessis. Tout à fait. Pierre Laporte est pour la majorité des Québécois maintenant un pont, une école, un boulevard. Et la crise d'octobre a enlevé toute la carrière qui a amené Pierre Laporte à devenir vice-premier ministre. Alors, la défense du fait français, quand il a été ministre au niveau des municipalités, je pense à l'île de Laval, je pense à ses différents voyages, autant au Manitoba, dans le reste du Canada qu'aux États-Unis pour le fait français. Il a, à l'âge de 23 ans ou 24 ans, recueilli des livres, un wagon complet de livres francophones pour envoyer au Manitoba et dans l'ouest du pays pour aider les écoles qui ne pouvaient pas se permettre ça. Alors, il a toujours été dans l'action et tout ça a été oublié le jour de son assassinat parce que c'était tellement gros pour le Québec que la carrière auparavant a disparu. 17 ans au devoir, donc journaliste d'enquête pour le fait français. On est au Reine-Élisabeth ici. C'est dans la biographie de Jean-Charles Panneton qui documente le fait que votre père a été aussi directeur de la Revue de l'Action nationale. C'est très nationaliste. Là. Oui. Et il lance une pétition pour que le Queen Elizabeth Hotel du CNR, donc du Canadien national, s'appelle Château Maisonneuve. Il pensait recueillir 100 000 noms, il en obtient 250 000. Puis ça bondit à la Chambre des communes, mais le nom ne changera pas.
Mais c'est un combat, c'est un exemple de combat qu'il a mené, ça. Il faut dire que dans ce temps-là, il y avait énormément d'organisations qui avaient des noms anglophones. Ouais. Et on les prononçait à l'anglaise au Québec. Ouais. Et je pense que quand vous êtes nationaliste, vous devez aussi défendre la langue et le plus possible. Ça devait être un de ces combats, ça. Pour que le français soit une langue prioritaire, pour que nous ayons la capacité de restaurer la qualité du français, il faut que ce soit une langue d'usage courant pour les 4 ou 5 millions de personnes qui parlent cette langue dans la province de Québec. Il faut parler de René Lévesque parce qu'il avait des liens professionnels ou presque fraternels avec René Lévesque. Ils s'entendaient bien, ces deux personnes-là. Ouais. Je pense qu'ils respectaient les opinions. Ouais. Ils n'étaient pas toujours d'accord, mais je pense que papa était un debater et il aimait débattre d'idées pour faire évoluer l'autre personne, mais aussi lui-même dans l'échange d'idées et les débats. Et je pense qu'il grandissait de ça. Mais votre père a aussi défendu l'idée d'un statut particulier pour le Québec. Oui, tout à fait. À l'intérieur même du gouvernement Lesage. On dit que votre père, que quand il s'est joint à l'équipe Lesage, il complétait l'équipe nationaliste, que Jean-Charles Panton appelle néo-nationaliste des Gérin Lajoie, Lévesque et La Palme. Oui, Georges. Et quand il a mis de l'avant l'idée d'un statut particulier, puis M. Lesage n'a pas trop aimé ça. Bien, rappelez-vous le maître chez nous. Oui. Alors, maître chez nous est peut-être ça un peu dilué, mais ça a tout de même fait gagner des élections. Puis l'idée maître chez nous est intéressante, je pense, pour tous les Québécois. Puis maître chez nous, moi, je crois en ça. Puis je crois en ça au Québec, puis au Canada aussi. Ouais. C'était l'aile un peu nationaliste du Parti libéral, suite à M. Duplessis. Et je pense que c'était bon pour le Québec d'avoir ça, pour se mettre en branle, pour relancer l'économie. Ce gouvernement-là, la Révolution tranquille, s'est occupé des écoles, des routes. Le HEC et la Polytechnique aussi, ça a été des grands chambardements qui ont permis au Québec de se démarquer dans le futur. Ouais. Alors, c'était probablement une bonne position à prendre. Donc, et aussi, il avait prôné l'idée du français langue prioritaire. Et ça aussi, M. Lesage n'était pas trop d'accord avec ça, si je me fie à la biographie de Jean-Charles Panton. Il est absolument anormal que 80% de citoyens qui parlent le français soient en fait propriétaires d'une langue qui non seulement n'a pas de statut prioritaire, mais qui est menacée de disparition par sa mauvaise qualité. Je pense que pour le Québec, c'est un peu normal, mais c'est arrivé pas mal plus tard dans les années où le français est devenu prioritaire. Ouais. Puis on en parle encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Est-ce qu'on est au bon niveau entre le français et l'anglais et maintenant d'autres langues au Québec? J'ai retenu un extrait du livre de Panton. Votre père a été candidat indépendant dans Laurier. Il était appuyé par les gens du devoir, les gens de... Bon. Nous sommes devenus un peuple à petit salaire. À Drummondville, à Québec, à Valleyfield, partout dans la province où le salaire moyen de 500 $ inférieur à celui des autres provinces, nous offrons le spectacle lamentable d'une des plus riches provinces qui gît à la queue de la Confédération au point de vue économique et industriel. C'est un de ses discours. C'est fou, puis vous me pardonnerez de faire le... Mais sur le fond, il luttait contre les inégalités sociales. D'autres luttaient pour la lutte des classes, mais les moyens n'étaient pas les mêmes. Parce que sur le fond des choses, ils disent que Laurando Dunton, dans son rapport d'enquête, disait. Puis c'est quasiment des arguments qu'on retrouve dans le manifeste sur l'inégalité, l'injustice. Il était là pour, est-ce qu'on peut dire combattre ou améliorer? J'aime mieux dire améliorer que combattre. Mais il était à la bonne place, puis il avait les outils pour le faire. Alors, je crois foncièrement qu'il aurait pu améliorer le Québec et s'attaquer à certaines causes que les Felkistes voulaient faire améliorer au Québec. Alors, ils sont, selon moi, attaqués au mauvais homme qui, lui, voulait grandement améliorer le français, l'économie et le Québec en soi. Maître chez nous, c'était tout ça. Quand on dit que sa mort a peut-être oblitéré sa vie et ce qu'il a fait, il a même été candidat aux côtés de Jean Drapeau. Il a mené une lutte contre la corruption, contre le crime organisé, ça dans les années 50. Le journal
Le Devoir, c'est son enquête à lui, publie le scandale du gaz naturel qui impliquait des ministres du gouvernement. Ça vous inspire quoi? Bien, c'est intéressant de voir que c'est un journaliste d'enquête. Et ce qu'on me disait, c'est qu'il travaillait acharnement, 16 heures par jour, il adorait ce qu'il faisait, et qu'il avait des bons contacts avec plusieurs personnes pour recevoir cette information-là, pour lui permettre de continuer ses recherches. Mais je pense aussi, comme journaliste, il était très précis. Et lorsqu'il voyait un scandale, il n'hésitait pas à l'amener sur la place publique, que ce soit d'un fonctionnaire ou du premier ministre, par exemple. Mais ça m'amène quand même à un sujet délicat, puis je ne sais pas si vous me voyez venir, c'est qu'après sa mort, il y a eu une allégation d'un policier, ça rebondit à l'Assemblée nationale, information selon laquelle votre père a participé à une réunion en avril 1970 avec 2 mafieux dans un bureau. Avez-vous l'impression que cette histoire a nui à la mémoire de votre père? La commission de police, toujours bien rapportée par Panton, a complètement blanchi votre père. Mais il y a des gens qui peuvent penser, Pierre Laporte, c'est un mafieux. Comment on vit avec ça? Quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez la crise d'octobre, ça pourrait être un lien logique pour enlever le blâme à des personnes qui ont pris des décisions qui ont amené la fin de la crise d'octobre. Et tout ça a été démenti par la suite. Et il a été 100% blanchi. Et je pense que les headlines, donc les journaux et les nouvelles ont beaucoup plus parlé de la première partie où il a été attaqué, sans pouvoir se défendre parce qu'il était décédé, versus le fait qu'il a été blanchi, qui n'a pas été comme en première page non plus. Là. Il faut mettre les choses en perspective, puis merci de me permettre de le faire, dans le sens où, une fois que vous êtes blanchi, je pense que ça devrait être ramené dans les livres d'histoire aussi, si vous parlez de la première étape. Mais est-ce que ça vous rend doublement victime, comme famille, de penser d'abord, il est mort en 70, et les conséquences de ça... Il est difficile de tuer 2 fois la même personne. Mais c'est un homme qui a été admiré. Moi, je l'ai dit publiquement, j'ai milité pour votre père à 16 ans. Il espérait devenir premier ministre du Québec. Bon. Mais là, il espérait devenir premier ministre du Québec, et je crois, après mes lectures, j'avais 11 ans à ce moment-là, qu'avec le support qu'il a donné à Jean Lesage, et qu'il a toujours été très fidèle à la ligne du parti et à Jean Lesage, qui était le chef du parti. Je ne dis pas qu'il méritait de devenir chef, mais il était normal qu'il se présente et qu'il espère pouvoir le devenir, ayant été, je pense, un très bon soldat. Bien, partout dans cette biographie, on voit qu'il était le bras droit de Jean Lesage, avant même qu'il soit ministre. Mais Gilles Lesage, journaliste de Devoir, signe la préface. Il dit « La rumeur persiste et gonfle d'une décennie à l'autre. La suspicion ternit un bilan honorable. Il n'en déplaise aux justiciers manichéens, aux inquisiteurs sommaires. Il n'a pu se défendre. Et les commissaires de la commission de police disent que c'est un coup monté qui a été piégé parce que c'est quand même ironique. Dès qu'il est élu député, il obtient la mise en tutelle de Ville-Jacques-Cartier, d'où viennent les roses quand il plaide pour la classe ouvrière. Ville-Jacques-Cartier... Plus que les roses, il y avait aussi un maire qui était... Rémillard. Qui avait des approches différentes. Oui, mais il avait un casier judiciaire, donc il fait mettre en tutelle Ville-Jacques-Cartier. Quand il devient ministre des Affaires municipales, il rend inéligibles les gens qui ont des casiers judiciaires à des postes électifs. C'était une préoccupation pour lui? C'est un homme droit. C'est un homme droit. Quand il voyait ça, il disait que c'est pas ça que le Québec méritait. Et je pense que les lois qu'il a fait passer étaient pour un peu nettoyer l'histoire de certains politiciens, autant municipaux qu'au provincial. Et c'est ce qu'il a amené. Et Ville-Jacques-Cartier, c'était à 1 rue et demie de chez nous, là. Alors, c'est toute une décision à prendre de faire ça quand vous habitez juste à côté. C'était dans sa circonscription? Oui. Ouais. Oui. Donc, je bouclais la boucle sur ce thème-là. Difficile, donc, de faire mourir quelqu'un 2 fois, mais... Difficile de faire mourir 2 fois, et en plus, c'est un peu... Est-ce que ça vous a habité, ça, toutes ces années-là? J'ai simplement trouvé ça bas de s'attaquer à quelqu'un qui est décédé, qui ne peut pas se défendre. À ce moment-là, pourriez-vous, s'il vous plaît, respecter les morts? Et le fait que ça a été monté de toutes
pièce et blanchi par la suite. Garder ça dans l'histoire, c'est simplement, je pense, faire le jeu de certains manipulateurs qui ont mis ça en place. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Cet entretien avec Jean Laporte se poursuit tout de suite après la pause. Quand votre père meurt, René Lévesque a réagi. J'aimerais ça qu'on écoute ensemble. Vous vous en souvenez de la déclaration? Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Ils ont importé ici, dans une société qui ne le justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue. Si leur sauvagerie reflétait si peu que ce soit le vrai Québec, on voudrait s'en aller à jamais le plus loin possible. Sur M. Lévesque? Je pense qu'il représentait bien ce que la majorité des Québécois pensaient à ce moment-là, où le FLQ était trop loin. Et c'est assez clair ce qu'il disait. L'avez-vous réentendu souvent, cet extrait-là? Non. C'est poignant. C'est dans les heures qui suivent, en plus. Là. Oui, oui. Il perd un ami, lui, il perd un frère politique. Il perd quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un avec qui il a discuté. Ils ont, je pense, un peu créé Hydro-Québec ensemble, mais par la suite, ils ont été dans différentes parties, mais le respect était toujours là. Ouais. Malgré des perspectives différentes, un respect des deux côtés. J'ai appris de ça. C'est dans la consternation et avec un profond bouleversement que les Canadiens ont appris la mort de Pierre Laporte, assassiné lâchement par une bande d'assassins. En tant que Canadien, j'ai un sentiment de honte devant un geste aussi cruel, exécuté avec tant de sang-froid et de perfidie. Et je voudrais simplement dire au nom du gouvernement canadien et du peuple canadien, je voudrais dire à Mme Laporte et à la famille de M. Pierre Laporte la profonde sympathie et l'émotion qui nous bouleverse. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et M. Trudeau? C'est bien dit. C'est bien dit. Mais je pense aussi qu'il avait entre les mains la vie de Pierre Laporte et que ça tournait de la manière que l'on connaît. Et c'est par la suite, c'est plus facile à dire qu'à régler, disons. L'appel de ceux qui, 50 ans plus tard, parce que vous êtes peu nombreux à pouvoir parler de ce qui s'est passé, qui veulent connaître vraiment ce qui s'est passé. Est-il mort par accident ou a-t-il été exécuté de sang-froid? Est-ce que c'est important pour vous? Pas du tout. Pas du tout parce que il est mort. Il a été assassiné il y a 50 ans. Savoir le qui, le comment, le pourquoi ne le ramène pas, ne compte pas mon enfance, ne ramène pas un grand-père pour mes enfants. Le vide est là. Et vous n'allez pas remplir un vide avec de l'information parce que c'est le lien humain qui manque, c'est le contact, c'est le fait qu'il soit là. Alors, l'information manquante peut être intéressante pour l'histoire du Québec, mais pour la famille, du moins pour moi, la page ne sera jamais tournée parce qu'il n'y sera jamais de retour, mais on doit cheminer, on doit grandir, et je dois permettre à mes enfants et à mon épouse d'avoir un Québec, un Canada intéressant, et puis pas m'accrocher à octobre 70 parce que ça fait trop mal. Oui, c'est ça. Parce qu'en même temps, les gens disent que si on refuse de le dévoiler, c'est comme si on poursuivait dans la même idéologie, le même discours. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le dévoiler. Vous allez demander est-ce que pour moi c'est important? Oui. Et pour en fait, moi, la nuance, c'est intéressant. Et pour moi, non, parce que le cheminement a dû se faire sans ça. Et je ne pouvais pas attendre que cela sorte pour cheminer, faire ma carrière, vivre ma vie. Qu'est-ce que ça voulait dire être le fils de Pierre Laporte toutes ces années? À 15 ans, 20 ans, 30 ans et jusqu'à maintenant? 18, 19, 20 ans, j'étais le fils de. Et même à l'université, on m'appelait le fils de.
et fait 1 an en droit, et le fils d'eux est en droit, et de là, décidé de changer de branche pour aller en finance, en économie, où Jean Laporte est Jean Laporte. Alors, les gens n'ont pas fait de lien entre l'homme d'affaires et le politicien, et pour moi, ça me permettait d'opérer et de me prouver, et non pas être uniquement le fils d'eux, mais être le gestionnaire, être le leader, être le coach des employés, si vous voulez. Mais le fils de Pierre Laporte, espère-t-il qu'un jour, l'histoire donne à son père la place qui lui revient? Tout à fait. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que Pierre Laporte, c'est plus que la crise d'octobre. C'est, comme on a parlé tout à l'heure, un politicien, et c'est de ça qu'on parle, et le livre est très intéressant. Et j'aimerais remercier M. Panneton pour ça, d'ailleurs, parce qu'il a fait énormément de recherches, et grâce à ça, j'ai appris sur mon père. Craignez-vous, par ailleurs, que certains veulent continuer d'idéaliser la crise d'octobre comme étant... Tout à fait, surtout ceux qui n'ont pas vécu. Quand des gens se rapprochent de la crise en supportant les actions qui ont été posées, ou bien ne comprennent pas ce qu'ils font, ou bien je pense que accepter la violence au Québec n'est certainement pas la route que je veux prendre pour moi-même, pour mes enfants et pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de Pierre Laporte? Bon père de famille, présent, drôle, plein d'énergie, intellectuel mais engagé, puis qui voulait changer son monde pour l'améliorer, aider le fait français et améliorer le Québec. Quand vous êtes, je pense, vice-premier ministre, puis quand vous avez cheminé comme ça, comme journaliste, autant à Québec qu'à Ottawa, vous avez des connaissances qui peuvent aider des gens qui veulent grandir. Et ça serait le souvenir que je voudrais partager. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter en terminant? Merci de me permettre de parler de Pierre Laporte. L'homme politique, l'humain, le père de famille et de tout ce qu'il a été. Monsieur Laporte, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.